Bienvenue au Rendez-vous Biblio. Aujourd'hui, on reçoit Isabelle Laflèche, une avocate devenue écrivaine par un concours de circonstances assez étonnant. Alors qu'elle gravait les échelons du monde financier à New York, une rencontre inattendue a complètement réorienté sa vie professionnelle. Depuis, elle s'est rétablie au Québec et a publié 8 livres, dont plusieurs best-sellers internationaux. Isabelle, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. On a tellement de choses à couvrir en si peu de temps. Vous êtes passionnée de plusieurs sujets et ces passions se réverbèrent réellement à travers vos livres, particulièrement les 2 derniers, Splendeur et C'est le temps de briller. Mais avant d'être une femme épanouie qui vit et partage ses passions, vous avez connu l'incertitude et l'insatisfaction. Pour plusieurs personnes, avoir une carrière lucrative à New York, c'est la définition même du succès. Quand est-ce que vous avez ressenti que ce n'était pas la vôtre pour la première fois? Je dirais que je l'ai senti en fait assez tôt dans ma carrière. J'ai choisi cette carrière-là parce que je pensais que c'était ce que la société s'attendait de moi. Je voulais être quelqu'un, je voulais montrer que j'avais réussi dans la vie. C'était les standards de la société dans laquelle on vit qui m'ont poussée, je pense, vers ça. Au fond, j'ai toujours été une artiste. Même quand j'étais tout petite, j'écrivais des histoires, je faisais du théâtre, j'organisais des spectacles. Donc, j'ai choisi cette carrière-là pour les mauvaises raisons. Et une des choses que j'enseigne dans tous mes livres, c'est tôt ou tard, on frappe un mur quand on fait ces choix-là. On est venu ici pour faire quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne. On a tous des dons, on a tous des talents qu'on est venu exploiter dans cette vie-ci. Et quand on choisit pas le chemin qui est aligné avec nos talents, nos dons, on frappe un mur. Et moi, j'en ai frappé quelques-uns, dont des problèmes de santé. Mon corps a commencé à me parler, particulièrement quand je suis arrivée à New York, parce que je travaillais 13-14 heures par jour, je buvais 6 cafés par jour, je m'étourdissais beaucoup et c'était très déséquilibré comme style de vie. Donc, mon corps a commencé à me parler et je vivais de la tristesse aussi. Au fond, je savais que c'était pas ma place. Et le midi, des fois, je pleurais dans les salles de bain. Je savais que j'étais pas à ma place. Et grâce à une rencontre qui a changé ma vie, j'ai pu, en fait, changer ma vie. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que pour être avocate à New York, vous deviez être une bonne avocate. Donc, c'est possible d'exceller dans un domaine et d'être malheureuse. Absolument, absolument. C'est une forme du syndrome, c'est la forme à l'envers du syndrome de l'imposteur, je pense. C'est de s'immiscer et d'exceller dans quelque chose qui nous plaît pas. Je pense qu'on a tous cette capacité-là de porter un faux visage, un faux masque, si on veut. Et oui, en effet, j'excellais vraiment, mais je me poussais aussi. Je poussais trop la machine, c'est ce qui a causé des ennuis, des soucis de santé. Et je m'écoutais pas du tout. J'avais aucune connexion avec mon intuition. J'étais à fond la caisse, on y va, on règle des dossiers, on négocie des transactions. Mais tôt ou tard, ça nous rejoint tout ça. On va revenir à cette fameuse rencontre avec la voyante dans la rue. Mais avant ça, est-ce qu'il y avait des personnes dans votre entourage qui vous avaient qui vous avait fait des remarques à ce sujet, c'est-à-dire, est-ce que tu es heureuse, Isabelle? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es contente dans cette carrière ou non? Tristement, pas tant, parce que j'étais entourée de gens qui faisaient la même chose que moi. Donc, c'est difficile des fois de prendre du recul quand on est dans ce milieu-là. Et je me souviens une fois où j'avais demandé à une de mes collègues de travail, est-ce que tu as déjà pensé à faire autre chose, toi? Et elle m'avait répondu très sèchement, « Ah non, jamais ». Puis je trouvais ça bizarre parce que je pense qu'on a tous des fois des moments de questionnement, de remise en question. Et ça m'avait fait sourire et rire parce que je me disais, Isabelle, je pense que t'es plus à la bonne place. T'es avec des gens qui se remettent même pas en question, qui se posent même pas ces questions-là sur la vie. Donc, ça a pris du temps. Puis je te dirais que j'avais pas tant ce genre de questionnement qui venait des autres. Je pense que les gens présumaient que j'étais heureuse parce que je gagnais bien ma vie. Je vivais dans une des villes les plus palpitantes au monde. J'avais une garde-robe incroyable. J'étais habillée avec des vêtements griffés, tout le kit. Mais au fond de moi, c'était la tristesse. Et je pense que j'étais une bonne comédienne aussi parce que je le montrais pas. Je le gardais à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est ça qui cause la maladie.
La maladie, c'est causé quand on garde des sentiments, des émotions négatives. On garde ça à l'intérieur de nous trop longtemps. À un moment donné, c'est comme une bouteille de Coke là, qui explose. C'est vraiment ça, je pense, la maladie. Donc, j'ai gardé ça à l'intérieur de moi trop longtemps. Donc, vous étiez à Manhattan et vous marchiez sur la rue Lexington, si Oui. je me souviens bien. Oui. Et une voyante vous arrête, mais vous ne saviez pas que c'était une voyante. Comment elle vous a abordé et c'était quoi votre première réaction? Elle m'a carrément pris par le bras en plein milieu de la rue. C'était un dimanche après-midi assez sombre, c'était au mois de novembre. Et elle a vu quelque chose dans mon regard. Puis elle m'a dit, excusez-moi, il faut que je vous parle. Puis là, je pensais, on est à New York, là, dans la jungle urbaine par excellence. Alors, ma première réaction, c'est, mon Dieu, elle est pas saine d'esprit, cette femme qui avait vu du tort, elle me vu du mal. En plus, il faisait noir. C'était en fin de journée, puis elle portait un manteau noir. Ça m'avait l'air un peu mystérieux, tout ça, sinon étrange. Et mais elle m'a eu quand elle m'a dit, je vois quelque chose en vous et une grande tristesse et j'ai besoin de vous en parler. Elle a sorti sa carte d'affaires, c'était écrit voyante, juste son prénom voyante. Elle m'a dit, j'aide beaucoup les gens dans ma famille, j'ai un don de clairvoyance. Et là, je lui ai dit, si vous allez m'annoncer qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui va mourir d'un accident de voiture, quelque chose comme ça, j'ai dit, je suis pas intéressée. Elle m'a dit, non. Elle dit, c'est en lien avec votre carrière, votre chemin de vie. Et là, tout de suite, j'ai allumé parce que j'avais commencé une remise en question. J'avais déjà commencé à me poser des questions. C'était après les événements du 11 septembre. Je me sentais plus du tout à ma place là-bas. Je voulais changer. Je pensais rentrer à Montréal, mais là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rentrer comme avocate? Est-ce que je pourrais combiner mes passions, donc le droit et les arts? Peut-être que je pourrais être avocate pour le festival de jazz, quelque chose comme ça. Donc, j'étais vraiment dans une période de remise en question et cette femme-là, elle l'a senti, elle l'a vu, elle avait vraiment un don de clairvoyance. Et j'ai suivi mon intuition et ce qui aurait pu être une erreur fatale, en fait, a changé ma vie pour le mieux. Parce qu'elle m'a dit, dans cette rencontre-là, de commencer à écrire. Vous êtes allée chez elle, n'est-ce pas? Oui. Alors, je suis allée chez elle, je l'ai suivie, elle habitait à 2 rues de chez moi. Ça a apporté un petit brin de réconfort. Et quand je suis arrivée là-bas, son mari était là avec les enfants. Je me suis sentie en sécurité. Et c'était vraiment comme un film. C'était comme une scène de film. Elle avait une petite table en plastique avec une boule de cristal, des tarots, des cristaux. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, m'intéressent, mais à cette époque-là, j'avais aucune notion de ça, de l'intuitif, du côté intuitif, de l'intuition. Et mais vous n'avez pas de blocage non plus par rapport à ça, parce que je pense que certaines personnes verraient ça et se sentiraient très inconfortables. Oui, j'avais besoin de réponses. J'avais vraiment besoin de réponses. J'ai suivi mon instinct et mon instinct me disait de la suivre. Elle m'a tout de suite fait comprendre qu'elle avait des dons parce qu'elle a commencé à me parler de ma famille. Elle voyait des choses par rapport à mes parents, mon frère, tout ça. Et là, j'ai fait « Oh, OK. » Elle voit très clair, cette femme. Et elle a commencé à me poser des questions. « Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? » Donc, je dis, j'aurais aimé ça, faire de la scène, jouer au théâtre, faire quelque chose comme ça. Elle me dit, OK, quoi d'autre? J'ai dit, j'ai toujours aimé la mode. OK, quoi d'autre? Donc là, j'essaie de trouver ce à quoi elle voulait en venir. Puis elle me dit, l'écriture, est-ce que tu écrivais quand tu étais enfant? Alors, j'ai dit oui, j'écrivais des histoires souvent et ma grand-mère maternelle le savait. Et quand elle venait chez nous rendre visite le dimanche soir, elle me disait, Isabelle, écris-moi une histoire. Et j'adorais faire ça. Donc, elle l'a senti, cette voyante-là. Et elle m'a dit, là, je comprends pas ce que vous faites dans la vie. Vous travaillez dans un cubicule, dans un endroit très conservateur. Elle m'a dit, rentrez chez vous. C'est pas votre maison ici, ça sera jamais votre lieu, vous vous sentirez jamais chez vous. Rentrez et commencez à écrire de grâce, c'est ça votre destin. Elle m'a dit, il y a 5 ans, vous deviez écrire un livre et ça devait être publié dans plusieurs langues et tout ça. Elle dit, vous avez complètement passé à côté de votre destin. Et c'était vrai? Elle m'a dit il y a 5 ans. À cette époque-là, j'étais à Toronto, je travaillais pour une banque, donc j'ai forcément pas écouté mon instinct. C'est ce qu'elle avait vu, elle, que j'aurais dû écrire 5 ans auparavant.
Donc, elle m'a dit, là, t'as plus de temps à perdre, tu seras jamais heureuse si tu fais pas ce que tu es venue faire sur cette planète. Rentre chez vous, rentre au Canada et commence à écrire. Donc, sur le coup, ça faisait 11 ans que je travaillais comme avocate. Je me disais, wow, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Je savais que j'étais pas du tout sur le bon chemin. Et ça a été difficile pour moi de prendre la décision. Bien, ça a été difficile et non, parce que je savais. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, sinon je m'en allais directement vers un burn-out. Donc, je suis rentrée à Montréal, j'ai appelé le camion de déménagement, j'ai démissionné de mon travail dans l'espace de 2-3 mois et je suis rentrée à Montréal et je me suis inscrite à des cours d'écriture à l'Université Concordia le soir dans leur programme de formation continue. Il n'y avait pas de notes. Donc, il n'y avait pas de pression. C'était pas pour avoir un diplôme quelconque. Je le faisais par plaisir et pour voir si cette femme-là avait raison. Et j'ai eu des bons commentaires, des gens dans ma classe. Et il y a un homme, à un moment donné, qui s'est levé debout pendant la classe et il m'a dit, « Vous, là, vous devriez écrire un livre parce que j'achèterai votre livre. » Je l'avais fait rire avec mon propos. J'avais fait, en fait, il fallait faire parler un animal. Et c'était un ours polaire dans le zoo de Central Park. Et j'avais donné un accent très new-yorkais, très sarcastique. Et cet homme-là, il m'a dit, vous là, vous devez écrire un livre. Et grâce à lui, grâce à cet homme-là que je connaissais pas du tout, il m'a fait un très grand cadeau parce qu'il m'a donné ma confiance. Avant ça, j'avais, oui, une voyante, mais je savais pas si je pouvais écrire. J'avais écrit des documents juridiques pendant longtemps. Et lui, il m'a donné la confiance que j'avais besoin. Et ce soir-là, j'ai commencé à préparer l'écriture de mon premier roman. Qui était J'adore New York. Oui. Donc, ce livre-là, J'adore New York, s'est transformé en une série complète. J'adore Paris, j'adore Rome, j'adore les fêtes, j'adore Montréal. Et c'est une série qui suit Catherine Lambert, une avocate qui adore la mode. Et ça me rappelle un peu de vous. Oui. Donc, est-ce que c'était en quelque sorte, pas autobiographique, mais un personnage inspiré de vous-même? Oui, absolument. On peut même dire autobiographique. Surtout le premier livre, c'est très autobiographique. C'était mon histoire que j'ai romancée, bien évidemment, pour rendre ça plus alléchant et pétillant. Mais c'est très inspiré de ce que j'ai vécu à New York, dans un grand cabinet d'avocats, toute la politique qu'il y a dans le milieu, dans le bureau, et les manigances aussi. Donc, j'ai voulu rendre ça drôle, comique, mais en même temps, je voulais faire réfléchir les gens. Premièrement, un des sujets que j'aborde, c'est comment les femmes sont traitées, en fait, étaient traitées. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'espère que non, que ça a changé, mais comment les femmes étaient traitées dans ce milieu-là. C'était avant le mouvement MeToo, et il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit quand le mouvement MeToo a éclaté pour me dire « Hey, ton roman a touché sur ces sujets-là, hein? L'harcèlement au travail, des choses comme ça. » J'ai dit « Oui, je l'ai vécu, ça fait partie de l'histoire. » Et ensuite de ça, ben comme je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre-là, j'ai décidé d'en faire une suite. Et là, on tombe vraiment dans la fiction pure. J'adore Paris, j'adore Rome parce que j'ai pas travaillé dans ce milieu-là, mais j'ai fait beaucoup de recherches dans le milieu de la mode pour démontrer le côté noir, si on veut, les dessous de l'industrie. Je voulais faire des petites enquêtes. J'adore faire ma recherche. Donc, pour moi, c'était très amusant de parler de ces choses-là. Pourquoi avez-vous choisi Paris et Rome? Pour moi, c'était à l'époque la suite normale, naturelle. C'était une progression. Bien, premièrement, elle rentrait chez elle parce qu'elle était parisienne. Le personnage est parisienne. Et c'est une ville que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, où est-ce que je pourrais amener l'histoire? Donc, je l'ai amenée à Paris. Ensuite, en Italie, parce que c'est un autre... J'adore Rome pour de vrai. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'adore l'Italie. Donc, j'amène mes personnages dans des lieux qui me parlent, qui m'inspirent et qui me font vibrer. Et vous avez écrit ces livres-là en anglais, si je me trompe pas, c'est ça, et qu'ils ont été par la suite traduits en français. Oui. Est-ce que vous les avez écrits en anglais parce que vous reveniez de New York, justement, et que vous étiez plus à l'aise à vous exprimer en anglais? Oui, tout à fait. Ça faisait en fait 11 ans que j'habitais à l'extérieur. Donc, j'avais vécu 6 ans à Toronto, 5 ans à New York et tristement, j'avais perdu mon français. Mais c'est pas pour ça que je l'écris en anglais. Je l'écris en anglais parce que je voulais vraiment rendre
bien rendre l'histoire telle que j'avais vécu certaines scènes, particulièrement dans J'adore New York. Et les dialogues du bureau, les trucs que j'ai vécu, ça me venait forcément en anglais parce que je travaillais puis je baignais dans ce milieu-là. Mais j'ai été très, très, très impliquée dans la traduction francophone et j'ose croire que la traduction est très forte et très bonne parce que j'avais cette capacité de lire comme il faut le texte en français et corriger, parce que l'humour, c'est pas toujours facile à traduire, donc je me suis très impliquée pour m'assurer que les jokes ne tombent pas à plat. Oui. Et est-ce que vous avez un tome préféré parmi cette série? Je pense que New York restera toujours très près de mon cœur parce que, un, c'est mon premier. Deux, c'est mon histoire et c'est sorti de mes tripes. Cette histoire-là est sortie de mes tripes. C'est ce que j'ai vécu à la puissance 1000. C'était intense. J'avais baigné pendant 11 ans dans un milieu qui n'était pas nécessairement mon premier choix de vie ou qui aurait pas peut-être dû être mon premier choix de vie. Donc, c'était quelque chose qui devait sortir là, comme « wow ». Et je dirais que New York va toujours rester pour moi le plus puissant. Lorsque ce livre a été publié, est-ce que vous avez essayé de contacter la voyante pour lui raconter que justement, vous êtes devenue écrivaine? Absolument, absolument. C'est une des premières choses que j'ai fait. Mais comme dans un film, son numéro était discontinué, était plus en fonction, ne fonctionnait plus. Et je me suis dit qu'elle était comme un ange qui était de passage dans ma vie. C'est vraiment ça. Elle a changé ma vie complètement du tout au tout. Et elle voulait, en quelque sorte, elle voulait pas de reconnaissance parce qu'elle a disparu. J'ai essayé de la retrouver parce que je voulais lui envoyer une copie du livre, mais disparu de la carte. J'avais pas son nom de famille. Donc, j'ai jamais été capable de la retracer. Oh, c'est dommage, mais peut-être qu'elle l'a appris par elle-même. Elle connaissait votre nom, j'imagine. Oui, mais cette femme-là, elle avait ce don-là pour aider les autres. Okay. Je pense pas que ça tardait trop à la suite. Okay. Mais elle avait un message à livrer, elle l'a fait. Et je suis pas sûre qu'elle suivait, elle allait voir sur Google pour voir ce que je faisais, parce que ça a pris du temps. Je pense qu'elle aurait été très heureuse de voir que j'ai suivi ses conseils. Par contre, ça, oui. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes pour son numéro de téléphone. Ah oui? Beaucoup de gens, des gens à qui je l'ai parlé, des gens qui ont entendu mon histoire à la radio m'écrivaient pour avoir ses coordonnées. Donc, j'ai pas pu le partager. Mais je sais que pour moi, cette leçon-là, c'est que les signes et les messages nous viennent au bon moment dans la vie. Et quelqu'un qu'on connaît même pas, ça peut être quelqu'un qu'on croise dans un café, chez Tim Hortons, n'importe où, peut nous apporter un message qui change une vie. Et une des choses que j'enseigne dans mon livre Splendeur, c'est d'écouter ces signes-là, qui sont toujours autour de nous. Les gens, à chaque personne qu'on rencontre, a un message pour nous, vraiment. Donc, la série J'adore, vous avez écrit les romans dans une période d'environ 5 ans, si je ne me trompe pas. Et ensuite, vous avez commencé une autre série, Bonjour Girl, le tome 1, Mode à Manhattan, et le tome 2, Bonjour Shanghai. Ce sont des livres qui suivent les aventures de Clémentine Liu, étudiante en mode à New York. Donc, est-ce que Clémentine Liu représente ce que vous auriez dû faire, c'est-à-dire faire des études en mode à New York? Possiblement. Fort possiblement. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est une part de moi. Ça, c'est clair, c'est une part de moi. Je pense que j'aurais aimé faire des études dans le domaine artistique. Ça, c'est clair aussi. Et j'ai voulu écrire une série jeunesse pour faire quelque chose de différent. J'avais cet appel-là pour partager des messages, parce que dans tous mes romans, il y a des messages de société, il y a des messages spirituels. J'aime beaucoup aider les gens à transformer leur vie, à aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, dans ce livre-là, je voulais parler d'intimidation, comment surmonter ça. Et oui, j'aurais vraiment aimé ça, et faire les études que Clémentine a choisi de faire. J'ai remarqué que Catherine Lambert et Clémentine Liu ont les mêmes initiales.
Est-ce que c'était voulu? C'était pas voulu. C'est vous, Nadine, qui avez porté ça à mon attention. J'avais même pas fait gaffe de ça. Mais quel hasard, hein? Quel hasard. Et peut-être qu'il n'y en a pas de hasard. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard. Il y a un lien, certainement, entre Catherine Lambert et Clémentine Liu. Et je pense que la réponse, c'est qu'elles sont toutes les deux des parts de moi. C'est vraiment ça. La série Bonjour Girl, est-ce qu'elle s'adresse à des lectrices plus jeunes que j'adore? Oui, oui. Donc, ils appellent ça du jeune adulte ou du roman jeunesse. Par contre, je dirais qu'il y a des femmes matures qui le lisent aussi, qui s'amusent à lire ça. Le personnage a 18 ans. Mais j'ai des lectrices de 12 ans, j'ai des lectrices de 17, 18 et 30 et plus. Les séries J'adore et Bonjour Girl, c'était des romans de fiction, sauf peut-être J'adore New York, comme vous l'avez mentionné. Mais suite à ces livres-là, vous avez publié Splendeur, un livre qu'on a juste ici. Et c'est un livre plus personnel, plus autobiographique. Comment est-ce que vous avez décidé de mettre la fiction de côté et de vous engager à partager votre vie dans un livre? C'est venu naturellement. J'ai développé une passion pour les livres de développement personnel, je dirais, dans les 6 dernières années. De plus en plus, je passais du temps dans les retraites spirituelles, dans des centres de méditation. J'ai senti l'appel vers ça. Et j'allais dans des librairies, des bibliothèques, puis j'achetais que ça, des livres de développement personnel. C'est devenu vraiment une passion parce que j'avais des choses que j'avais envie de travailler sur moi-même, des choses que je voulais guérir aussi. Donc, je suis tombée là dans ça. C'est devenu vraiment une passion. Et j'ai été invitée à donner des conférences lors de journées spirituelles. Et la première question que les gens me posaient à la fin de ces journées-là, c'est: est-ce que vous avez un livre qui parle de ce que vous venez de dire sur scène? Et là, ils voyaient, j'avais mes romans et tout ça, puis j'essayais de leur expliquer que dans mes romans, il y a une évolution du personnage, mais c'est pas la même chose. Ils voulaient quelque chose de concret, de pratique, des leçons de vie, des enseignements spirituels. Donc, je me suis dit, OK, ça, il faut que je mette ça sur ma liste de choses à faire, d'écrire le livre de ce que je raconte sur scène. Et puis, j'ai vécu un éveil spirituel aussi entre 2015 et 2017. J'ai commencé à canaliser aussi, faire de la canalisation, de la guérison avec mes mains, c'est une forme de Reiki. Donc, ma vie a changé encore. J'ai vécu une autre transformation et je pense qu'on est toujours en transformation. L'être humain est toujours en train de se transformer, d'aller plus vers quelque chose de plus lumineux, de joyeux. Donc, je me suis sentie vraiment guidée et appelée à faire quelque chose de différent, ce qui explique Splendeur et c'est le temps de briller. Ce que je remarque dans votre parcours, c'est qu'à plusieurs reprises, vous avez reçu, pas un conseil, disons, une petite poussée de la part de quelqu'un d'autre pour vous encourager. Donc, tout d'abord, la voyante. Ensuite, l'homme qui prenait des cours d'écriture avec vous, qui vous a dit: si vous publiez un livre, moi je l'achèterais. Et ensuite, des personnes à vos conférences qui vous ont demandé si vous aviez un livre qui englobait vos partages. Donc, c'est beau de voir, de témoigner du pouvoir que les autres peuvent avoir sur notre vie. Oui, tout à fait. Moi, j'appelle ça c'est des rencontres très enrichissantes, des rendez-vous avec la vie. Et je dirais que moi, maintenant, je souhaite agir comme cette personne catalyseur, d'être la catalysatrice, je ne sais pas si c'est un mot, d'être le catalyseur dans la vie des gens où je sers de justement ce que moi j'ai reçu, je veux maintenant le redonner. Donc, quand je rencontre des gens qui sont incertains de leur parcours, ils sont plus heureux dans ce qu'ils font, je fais du coaching aussi, et j'adore le sentiment d'éveiller les gens à leur vraie mission, d'éveiller les gens à ce qu'ils sont vraiment venus faire ici, de les pousser vers leur créativité, leur joie, leur abondance. J'adore faire ça, et c'est maintenant, je dirais, quelque chose qui fait partie intégrale de moi. Et c'est un service que vous offrez.
s'il y a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient en profiter, comment est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Sur mon site web, il y a mon adresse courriel. On peut prendre rendez-vous aussi à travers mon site web. Qui est isabellelaflèche.net? Oui, c'est bien ça. Merci. Et j'adore faire ça. Je fais du coaching d'écriture aussi. En ce moment, j'ai beaucoup de femmes qui, de façon très intéressante, sont des versions de moi. J'attire beaucoup des femmes qui ont soit envie de quitter leur carrière, qui vivent un éveil quelconque, qui sont soif de spiritualité, qui ont envie de reconnecter avec leur puissance intérieure, leur divinité, qui ont envie de retrouver leur force, qui ont envie de laisser tomber l'anxiété, la maladie chronique, de surmonter tout ça, parce que moi, j'ai vécu toutes ces choses-là et j'ai vraiment l'impression que l'univers m'envoie, ces femmes-là en particulier, pour que je puisse communiquer ce que moi je sais, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce que j'ai guéri. Et je trouve ça formidable. Formidable, c'est extraordinaire. C'est comme un miroir. Souvent, je fais des rencontres sur Zoom et je regarde la personne et je l'écoute me raconter son parcours, son enfance, son cheminement, ce qu'elle a. Et je me dis, wow, c'est vraiment moi avec dans un autre corps. C'est vraiment mon cheminement, mais dans une autre personne. Et je trouve ça fascinant, fascinant. En parlant des femmes, j'ai remarqué aussi que vos livres ont une certaine touche féminine. Est-ce que c'est fait par exprès? Je sais pas si c'est fait par exprès. Moi, j'écris ce qui me passionne. Ce que j'enseigne dans mes ateliers d'écriture, c'est écris ce qui te passionne, parce que ça paraît. Quand on est vraiment passionné, premièrement, on va finir notre 200-300 pages. Et aussi, les gens qui nous lisent vont ressentir cette passion. C'est très important quand on veut écrire, de choisir quelque chose qui nous parle, qui nous passionne, qui vient vraiment nous chercher. Ensuite de ça, je dirais que j'écris peut-être les livres que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. J'écris les romans que j'aurais aimé lire quand j'étais adolescente. J'écris le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé ma carrière en droit. Je me posais des questions. C'est vraiment des livres que puis celui-là aussi, j'aurais vraiment aimé avoir ça à l'adolescence. Donc, j'écris des livres qui m'auraient fait du bien à une époque de ma vie et qui m'auraient vraiment transformée, je pense. J'aimerais qu'on montre à la caméra la beauté du livre Splendeur, parce qu'il est tellement beau à l'intérieur. Merci. C'est rempli de belles couleurs, des images. Ça donne envie de le lire. Oups. On dit souvent de ne pas juger un livre par sa couverture, mais celui-là est tellement beau. Ah, merci. Très, très beau. Merci beaucoup. Donc, un mot qui survient souvent dans Splendeur, c'est le mot intuition. Définissez ce mot-là pour nous. L'intuition, c'est les pulsions ou cette voix intérieure qui nous parle à chaque instant. Et quand la voix, quand on reçoit des messages, il faut faire la distinction entre notre mental et notre intuition. Notre intuition veut toujours notre bien. Notre intuition veut toujours nous amener vers l'expansion. Le mental nous amène vers la contraction, la peur. Ça, c'est l'ego. L'intuition, c'est l'expansion. Je prends ma place. J'ai des talents, j'ai des dons. Je suis venue faire des grandes choses sur cette planète. Ça, c'est l'intuition qui nous pousse à écrire un livre, partir une entreprise, faire quelque chose de nouveau, d'aller en voyage, de voyager dans un coin qu'on n'a jamais découvert, du Québec, par exemple. Ça, c'est l'intuition. Le mental, lui, c'est plutôt l'inverse. C'est « Oh non, fais pas ça, tu vas peut-être être vu, tu vas peut-être être perçu, tu vas peut-être être jugé. » Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler beaucoup parce que quand j'ai commencé à faire des changements dans ma vie, mon intuition voulait l'expansion, voulait que je prenne mon envol, que j'écrive des livres, que je fasse plein de choses, mais le mental a embarqué, ben voyons, donc qu'est-ce que tu fais là? C'est une forme de résistance. Oui, tellement, et je venais de passer 11 ans comme avocate, là, le mental embarque, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, l'intuition, c'est notre allié le plus puissant qui nous dit de pas faire quelque chose. Par exemple, si on est en train de se guérir d'une maladie chronique, l'intuition va dire arrête de prendre du café, arrête de manger du sucre. Ça, c'est l'intuition. Et quand on l'écoute, c'est comme faire du surf.
C'est vraiment comme faire du surf avec la vie, ça va bien, on est sur une vague, puis on est en haut de la vague, les choses vont super bien, parce qu'on est tous venus faire quelque chose de merveilleux. On est tous ici, on devrait tous avoir un équilibre entre les 4 sphères de la vie, qui sont l'abondance, la santé, l'expression de soi et l'amour au sens large. Quand il y a quelque chose qui est débalancé dans ces 4 choses-là, c'est parce qu'on n'a pas écouté notre intuition en quelque part. Et j'adore parler de ça parce que moi, pendant longtemps, je ne l'écoutais pas, mon intuition. Je ne l'ai pas écoutée. J'ai fait plein de choses terribles à mon corps, consommation excessive de café, de sucre. Et aujourd'hui, je l'écoute. Et de plus en plus, en tout cas. Et je suis ici pour aider les gens à s'aligner justement avec cette merveilleuse faculté qui est notre intuition. Une des pratiques que vous mentionnez dans Splendeur pour justement nous aider à nous aligner, ou plutôt à trouver cette balance, ce carré que vous nous avez expliqué, c'est le yoga. Quand est-ce que vous avez découvert le yoga? Je l'ai découvert en 2008, je pense. Oui, en 2008. C'était grâce à un petit studio qui a ouvert tout près de chez moi. J'en avais fait à New York, puis c'est encore une fois, je n'avais pas écouté mon intuition parce que je me souviens encore du sentiment de bien-être que j'avais ressenti en sortant de ce cours. Mais je n'avais pas continué. Je pense que j'étais en mode auto-sabotage, beaucoup à l'époque. Mais quand j'ai repris avec le yoga en 2008, grâce à ce studio-là, là, j'ai senti un bien-être incroyable dans mon corps, une paix dans mon esprit, comme j'avais très peu senti dans ma vie. Et j'ai commencé à y aller régulièrement. J'ai découvert le yoga chaud, le hot yoga. Ça me faisait un bien incroyable. Je sortais de là, puis c'était « wow ». Il n'y en a pas de problème sur la planète dans ma vie. Ça n'existe plus, ça, les soucis. Et chose que j'ai remarqué, c'est qu'après une séance de yoga, l'écriture me venait tout naturellement. J'écrivais, je pouvais écrire des pages et des pages, des chapitres et des chapitres. Donc, c'est devenu pour moi une forme non seulement de thérapie, de bien-être, mais c'est devenu quelque chose dont j'avais besoin. Je me servais pour écrire. Ça nous permet de calmer le mental, de se connecter à notre intuition, de recevoir des messages, d'être dans le flow, le flow, vraiment, en plus d'apporter une grande paix d'esprit et un sommeil plus approfondi. Donc, j'en ai fait longtemps, j'en ai fait beaucoup, surtout quand j'écrivais la série J'adore, j'en faisais pratiquement 3 à 4 fois par semaine, comme il faut, et j'ai trouvé ça vraiment un outil très précieux pour écrire. Vous parlez aussi de mode éco-responsable. Donc, au début de l'entrevue, vous avez mentionné que vous aviez une garde-robe à envier quand vous étiez à New York. Et puis là, c'est quoi la différence entre ce genre de garde-robe et une garde-robe éco-responsable? Bien, les vêtements que j'achetais à l'époque, c'était pour impressionner. C'était pour impressionner mes collègues de travail, mon patron, l'entourage dans lequel je baignais. J'allais dans des soirées, j'amenais des clients au restaurant. Donc, c'était pour dress to impress, comme on dit en anglais. Et c'était vraiment pas nécessairement ce que moi j'aurais aimé porter. Malgré que même quand j'habitais à Toronto, je travaillais pour une grande banque, je portais des tailleurs roses, puis verts et jaunes, puis les gens me regardaient, ils me disaient « Mon Dieu, d'où elle sort? » Elle devait se poser la question. D'où elle sort, elle? Cela dit, je portais des vêtements vraiment avec l'ego. C'était l'ego. Maintenant, aujourd'hui, je suis... Et aussi, chose que j'avais comme, comme habitude, c'est que j'allais les fins de semaine magasiner pour remplir un grand vide. J'étais triste à l'intérieur de moi. J'étais pas heureuse dans la vie. Alors, je dépensais, je consommais beaucoup de choses pour remplir ce grand vide-là intérieur. Et j'achetais de la mode jetable, beaucoup. J'allais dans les grandes surfaces. C'est quoi la mode jetable? La mode jetable, je ne veux pas nommer des entreprises parce que c'est peut-être pas la place pour faire ça, mais c'est des vêtements qui sont faits pour être consommés très rapidement, qui sont de mauvaise qualité, qui sont à très bas prix et qu'on porte 1 ou 2 fois, puis après, on le jette parce que
Forcément, après 1 ou 2 lavages, ça se défait et tout ça. Donc, j'ai fait du tort à la planète parce que j'ai fait des recherches pour écrire mes romans. Pour écrire, j'adore Rome en particulier. J'ai fait énormément de recherches sur l'industrie de la mode et comment c'est très polluant. Ça pollue de façon catastrophique notre planète. C'est la 2e industrie la plus polluante au monde. Et donc, là, je me suis dit, wow, OK, moi, je consommais tant de choses. J'achetais sans réfléchir parce que c'était pas cher. Une paire de pantalons à 5 $, un T-shirt à 2 $. Et là, j'ai fait un grand nettoyage à l'intérieur de moi, une grande prise de conscience en me disant, OK, là, Isabelle, maintenant que tu es au courant, tu as fait cette recherche-là pour tes livres et pour Bonjour Girl aussi, j'en parle beaucoup parce que le personnage principal, elle a un blog sur la mode éco-responsable. Donc, j'avais toute cette recherche-là, toutes ces informations-là et je me suis dit, OK, tu peux plus passer outre à ça. Donc, j'ai arrêté de fréquenter, il y a 5 ans, je dirais, ces grandes surfaces de mode jetable-là. Et aujourd'hui, je m'habille à 97% dans des friperies, dans des magasins de seconde main, des centres de récupération. Je trouve des choses incroyables. J'ai des manteaux que j'ai achetés qui n'avaient jamais été portés. Des chaussures qui ont été portées qu'une fois. Et quand on achète des choses de seconde main ou qu'on encourage la mode locale, ben on est plus certain de d'où ça vient. Ben, on n'est pas toujours certain d'où ça vient, mais on sait qu'on a évité des excès dans la pollution de la planète. Et pour moi, c'est important. C'est un bon conseil. Et je ne savais pas du tout que la mode, c'était pas la mode, pardon, l'industrie des vêtements, c'était la 2e la plus polluante. Ça, c'est très, très, très surprenant. Dans Splendeur, vous nous livrez aussi des conseils. Quel est le conseil le plus important selon vous? De revenir vers soi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. D'arrêter d'essayer de plaire à tout le monde, d'essayer d'impressionner le monde, la société. En fait, la société, elle en a rien elle en est pour rien. Nous, on sait ce qu'on est venu faire ici. On a des talents, on a des dons, et c'est pas nos parents, nos professeurs, c'est pas les médias, c'est personne qui le sait. Ce qu'on est venu faire ici, c'est nous. Il faut prendre le temps pour arriver à cette conclusion-là, pour s'écouter, pour écouter notre intuition, il faut prendre le temps de reconnecter avec soi. Puis je pense que la période que l'on vit actuellement est un cadeau, en quelque sorte, parce que ça nous permet justement peut-être un peu plus de temps. La période de pandémie, vous voulez dire? Oui, ça nous permet de prendre un petit peu plus de temps vers soi pour s'écouter davantage. C'est vraiment, si je peux offrir un conseil aux gens, c'est écoutez-vous. On a la solution à l'intérieur de nous. C'est pas à l'extérieur que ça se retrouve. C'est à l'intérieur de soi et prendre du temps en nature, aller prendre des marches, yoga, méditation, danse. Il y a plein de modalités qui nous permettent justement de reconnecter avec soi et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Vous parlez un peu des mêmes sujets dans votre tout dernier livre, C'est le temps de briller, que vous avez écrit en collaboration avec Christine Michaud. Ce livre-là, par contre, il est adressé aux jeunes adolescentes de 18 à 25 ans. C'est ça? Oui, en fait, on a dit 12 à 25. 12 à 25. Donc, ça peut être plus jeune. L'idée de ce livre-là est venue parce que Christine a quelqu'un dans son entourage qui, pendant le premier confinement, a tenté de s'enlever la vie. Et ça l'a vraiment choquée, ça l'a beaucoup marqué. Et on a parlé de ça et elle m'a dit, on devrait écrire un livre pour les jeunes femmes qui vivent la tristesse, la déprime, l'isolement, l'anxiété. L'anxiété est vraiment un fléau qui est très, très, très présent dans la vie de beaucoup de jeunes. Et l'intimidation aussi. On voulait aborder des sujets, les réseaux sociaux aussi, comment les réseaux sociaux peuvent apporter la désolation, la tristesse, la comparaison, beaucoup, beaucoup d'anxiété. Donc, on a voulu écrire un livre pour alléger, apporter la joie, l'estime de soi, pour que les jeunes femmes retrouvent leur estime de soi. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et toutes ces plateformes-là, on a tendance à se comparer aux autres, beaucoup. Et ça nous tire vers le bas. Ça nous amène dans des basses fréquences, des basses vibrations, de comparaison, de tristesse, de ne pas se sentir à la hauteur. Mais on n'a pas besoin de se sentir à la hauteur. On est déjà des personnes complètes en soi. Et on voulait vraiment aborder ces sujets-là qui sont, je pense, très importants.
C'est le temps de briller. C'est un livre qui est aussi, c'est un guide de bien-être qui est basé sur la psychologie positive. Oui. C'est quoi la psychologie positive? C'est la science du bonheur. C'est une science vraiment qui a été vérifiée par des spécialistes. C'est Christine, ma co-auteure, qui a fait des études dans ça, mais c'est vraiment une science. C'est pas juste la pensée magique, c'est pas juste la pensée rose. Il y a vraiment une science derrière ça. Et quand on met l'emphase sur nos forces, sur nos puissances, nos talents, ça nous amène vers des pensées plus positives et ça nous aide à avoir une vie plus épanouie. Des mots qui reviennent souvent dans ce livre-là sont estime et acceptation de soi, confiance et empowerment. Mm-hmm. Comment est-ce qu'une jeune femme qui ne se sent pas digne de ces choses, comment est-ce qu'elle peut commencer à se les approprier? C'est une très, très, très bonne question. C'est quelque chose qui prend du travail. Travail sur soi. Je vais vous dire en toute transparence et en toute honnêteté, moi, j'ai pas toujours eu ce sentiment-là dans ma vie. C'est un travail sur soi qui est de longue haleine, mais qui est faisable. La psychologie positive, justement, nous amène à focusser sur nos forces. On a tous des forces. Même si on pense qu'on n'en a pas, on en a. On a tous des talents, on a tous quelque chose de positif à contribuer sur la planète. Donc, on commence à focusser là-dessus et on donne des pistes de solutions à travers des exercices et nos propres histoires. Comment se sortir de la noirceur, de comment se sortir des pensées négatives, des pensées limitantes. Il y a des moyens d'y arriver. Il faut être patient avec soi-même, il faut être bienveillant, apporter beaucoup de bienveillance, mais on peut y arriver. Est-ce que vous pouvez partager une de ces histoires avec nous? Oui, certainement. Quand j'étais au secondaire, j'ai été victime d'intimidation. Et à l'époque, j'ai eu peur parce qu'on a mis en question ma sécurité. C'est quelqu'un qui voulait me donner un bon coup de poing et elle avait exprimé ça verbalement. Et à l'époque, tu sais, quand on est jeune, on se rend pas compte de la puissance des paroles. Hein? Quand on verbalise des choses, les paroles ont une puissance, l'écriture a une puissance, mais les paroles particulièrement. Donc, pour m'en sortir de tout ça, j'ai dû avoir recours à de l'aide extérieure, mes parents, l'école, le secondaire. Et je parle de ça parce que c'est un fléau, l'intimidation. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc ça n'existait pas. Mais je pense que c'est encore pire aujourd'hui. Absolument. C'est pire parce que ça n'arrête pas. Quelqu'un qui se fait intimider sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ça peut continuer le soir, quand les classes sont terminées. Ça peut prendre place les fins de semaine. À mon époque, il n'y en avait pas de ça. C'était dans la cour d'école que ça se passait. Mais aujourd'hui, je pense que c'est encore pire. C'est amené à un autre niveau. Et je parle de cette histoire-là pour montrer que, ça existe depuis longtemps. C'est pas rien de nouveau. Qu'il y a des moyens de s'en sortir. Faut pas avoir honte d'en parler. Faut pas avoir peur d'en parler, de ce que les gens vont penser, non, il faut vraiment penser à soi, les répercussions pour soi. Et moi, j'ai des amis qui ont des filles qui ont été victimes d'intimidation. Elles ont dû changer d'école plusieurs fois, avoir recours à des psychologues, prendre des médicaments antidépresseurs. Donc, c'est quelque chose de super important de se dire que, on n'est pas seul. Il y a plein de ressources. On liste d'ailleurs dans la fin de ce chapitre-là tous les endroits où on peut avoir des recours, des ressources à l'extérieur de nous. Si nos parents sont pas là pour nous dans ces circonstances-là où ils peuvent pas nous aider, c'est pas des fois notre entourage, c'est pas qu'ils veulent pas nous aider, mais ils ont juste pas la capacité de le faire. Donc pour moi, c'est important de parler de ça. C'est très important, puis d'actualité aussi, justement, parce que, comme vous avez dit, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ça prend encore plus d'ampleur et puis les jeunes souffrent beaucoup en conséquence. Le livre inclut aussi vos confidences, des conseils, expériences de vie et des exemples inspirants. Vous venez de partager une histoire un peu difficile de votre jeunesse. Est-ce que vous pouvez partager aussi une histoire inspirante que vous partagez dans le livre? Une histoire inspirante. J'essaie de penser. Il y en a plusieurs. J'ai réussi à surmonter l'anxiété.
j'ai réussi à surmonter l'anxiété à travers l'art aussi, à travers l'expression de moi. Quand j'étais plus jeune, j'adorais organiser des spectacles. C'était mon truc, là, des talent shows. J'étais vraiment la fille qui montait sur scène, qui tirait toutes ses amies sur scène pour faire des spectacles. Et je pense que l'art est une thérapie. Je dis pas ça parce que je suis artiste, mais je le pense fondamentalement. Donc, j'encourage toutes les jeunes filles à s'exprimer, que ce soit à travers des spectacles, des plateformes, une chaîne YouTube, l'écriture, peu importe. L'art peut vraiment servir de thérapie. Le livre aussi encourage les jeunes à dévoiler leur lumière, révéler leurs talents et déployer leur plein potentiel. Ce serait quoi la première étape pour commencer tout ça? De faire une liste de ses compétences, de ses passions. Et moi, ce que j'enseigne souvent, c'est de combiner ça. Donc, si on est passionné de sport et qu'on est compétente au niveau de l'écriture, bien, on pourrait devenir journaliste sportif. On peut devenir agent sportif. Donc, on peut combiner notre passion, vraiment, et nos talents, puis créer quelque chose de merveilleux avec ça. Justement, le livre appelle les lecteurs ou lectrices à faire de l'introspection. Mm-hmm. Si on peut montrer le contenu à la caméra, il y a des espaces où on peut écrire, justement, en répondant aux questions. Est-ce que c'est des exercices que vous avez fait, vous aussi? Oui, j'ai fait tous les exercices et ça fonctionne vraiment, c'est merveilleux. C'est des prises de conscience, tout simplement. On a tous, en quelque part, vécu des blessures dans notre enfance, dans notre adolescence. On a toutes vécu des choses qui nous ont marquées. Et en l'écrivant, c'est une forme de... En anglais, on appelle ça le journaling. Oui. Quand on écrit dans son journal, c'est une autre forme de thérapie qui est très puissante. Et il y a quelque chose de magique avec l'écriture. C'est pas juste dans la fiction, dans l'écriture de choses pour écrire des livres, mais l'écriture en soi est une forme de thérapie. Est-ce que vous avez ressenti une différence dans le processus d'écriture en écrivant Splendeur et c'est le temps de briller par rapport aux séries Bonjour Girl et J'adore? Oui, ça va chercher une autre partie de mon cerveau, je pense. La fiction, c'est pure création. Ça va chercher autre chose. Il faut vraiment se mettre dans un mode de pure créativité. Tandis que l'autre, c'est vraiment de retourner dans des souvenirs de jeunesse, des souvenirs de vie. Et ça revient au même parce qu'on met sur papier ou on écrit sur le clavier. Mais je pense que ça va chercher une autre partie de soi. Et c'est le temps de briller et Splendeur ont beaucoup de choses en commun, mais qu'est-ce qui les différencie? Premièrement, Splendeur, c'est un appel c'est pour aider les gens qui sont en période de transformation à prime abord ou qui sont dans une quête. Ils se cherchent un nouvel chemin de vie, une nouvelle carrière, où ils ont quitté un conjoint et ils veulent se rebâtir. Tandis que c'est le temps de briller, on part de la base et on apporte des outils pour construire. Dans un, on a déjà construit quelque chose, mais on veut changer, on veut pivoter, tandis que l'autre, on veut se bâtir, on veut créer quelque chose pour avoir une base solide, comme quand on construit une maison, si on veut. On veut que la base soit solide pour qu'on puisse prendre son envol. Absolument. Et est-ce qu'il y a un troisième livre du même style en cours en ce moment? Il n'est pas en cours, mais j'ai des idées. Des idées. Alors, ça mijote en ce moment. Ça mijote. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop? Je suis pas sûre encore. Je suis pas sûre encore de la direction que ça va prendre. C'est pas assez clair. Pas assez clair, mais je vais vous tenir au courant. OK, c'est super. Isabelle, vous avez publié aussi un livre, un carnet qui s'appelle « Carnet d'une romancière à Paris ». Parlez-nous-en un peu. Oui, avec grand plaisir. Cette idée-là m'est venue après la sortie de J'adore Paris, mon roman. Parce que dans mes romans, il y a des adresses, des vrais endroits, des cafés, des restaurants, des musées
qui sont véridiques, qui existent vraiment. Et les gens me disaient, c'est comme un guide voyage, vos romans. Et les gens qui partaient en vacances à Paris ou à Rome amenaient mes romans et ils notaient les restaurants, les cafés, les musées et ils me disaient, waouh, j'ai visité tel musée grâce à ton roman. Donc, l'idée m'est venue de créer carrément un guide voyage inspiré de certains lieux dans mon roman et autres. De Paris, oui, spécifiquement. L'autre de Paris. Aussi, à l'époque, ma belle-mère habitait à Paris, donc j'avais une connexion très puissante avec la ville. Et je me suis installée pendant quelques temps, un bon moment, dans un petit appartement et j'ai commencé à noter les endroits qui me parlaient, les endroits littéraires aussi, des endroits qui font référence à tout ce qui est littéraire. Donc, il y a un café qui s'appelle Les Écrivains, par exemple, des choses comme ça. Et je me suis beaucoup amusée à faire ça, vraiment beaucoup. Est-ce que vous retournez souvent à Paris? Je suis pas retournée depuis quelques années. Ça fait un petit moment, en fait, mais c'est une ville que j'aime beaucoup. Est-ce que vous songez à publier un livre pareil au sujet de New York, vu que vous avez vécu là-bas pendant plusieurs années? Oui, en fait, il existe. C'était Esther Bégin qui avait écrit ce carnet-là à New York. C'était la première dans la collection. Donc, il a déjà été fait par une journaliste qui habitait à New York. Et je dois vous dire que dans mon roman, j'adore New York. Le 3/4 des restaurants que j'ai écrits à l'époque, c'était en 2009, n'existent plus. Ah. Donc, ce que ça signifie, c'est que ça change beaucoup. Les adresses changent beaucoup. Je pense qu'à Paris, c'est plus lent. Le changement, il y a moins de choses qui ferment, les choses restent plus longtemps. Mais à New York, les choses, en anglais, on appelle ça a New York minute. C'est pas pour rien. Les choses changent, les choses se transforment. Et donc, il y a beaucoup des restaurants qui sont mentionnés dans mon roman qui sont plus là. Du tout, ça a fermé. La même chose avec les discothèques, les bars. Oui. Mais en 2009 aussi, ça n'a pas été une année facile. Non. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui... à quoi on peut s'attendre de vous dans le futur? On sait que vous allez travailler sur un livre. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, moi, mon plus grand souhait, c'est que les restrictions s'amoindrissent parce que j'adore donner des conférences. C'est une de mes passions. J'adore monter sur une scène. J'adore inspirer les gens. J'adore aider les gens à s'aligner avec ce qu'ils sont venus faire ici. Et j'ai des méthodes pour y arriver. Je fais des méditations avec de la musique disco et j'adore faire ça. Et j'ai vraiment, vraiment hâte qu'on puisse retourner dans cette belle énergie de groupe où on se rassemble ensemble et qu'on vit une transformation de groupe. Ça, j'ai très hâte. J'ai très hâte aussi. Et je suis sûre que les gens qui nous écoutent à la maison ont très hâte aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous aussi d'avoir été parmi nous. Les livres d'Isabelle sont disponibles dans toutes les librairies du Québec, en ligne aussi, sur votre site web. Oui, n'est-ce pas? isabellelaflèche.net. Et ici même, à la bibliothèque Jean-Marc Belzile à La Chute. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.